Lors d'un gala de charité organisé par l'une des plus grandes entreprises du pays, un agent d'entretien intérimaire a remarqué quelque chose d'étrange. C'était dans l'oreille de la fille de Vanessa Whitmore, âgée de 25 ans. Ce que très éminents spécialistes médicaux avaient manqué pendant 6 ans, Logan Pierce l'a reconnu en moins d'1 minute. Personne ne l'a cru. 60 secondes plus tard, tout ce que ces deux femmes pensaient savoir sur les 6 dernières années a commencé à s'effondrer. Et cet effondrement n'a jamais cessé. Alors, qui était cet homme ordinaire en uniforme gris? Et qu'avait-il vu d'autre, que tout le monde avait choisi d'ignorer? La salle de bal du gala de la Fondation Whitmore accueillait 600 invités. Logan Pierce n'en faisait pas partie. Il est entré par le couloir de service à 4 heures de l'après-midi. Il poussait un chariot gris et portait un badge d'intérimaire accroché à sa chemise. Il avait pour instruction de rester hors du champ des caméras. L'entreprise qui l'employait faisait tourner des hommes comme lui sur 3 ou 4 événements par mois. Il était payé à la semaine, et c'est tout. Il avait signé en février parce que les horaires étaient de nuit. Et le travail de nuit payait 1,80 $ de plus par heure. 9 ans plus tôt, il était infirmier de combat dans une équipe chirurgicale avancée. C'était le genre d'homme qui apprenait les oreilles, comme un mécanicien apprend les moteurs. Il en avait vu des milliers, sous des tentes, à l'arrière de camions, et dans des pièces sans lumière. Il avait aussi passé 2 ans à apprendre ce que l'électronique du champ de bataille pouvait faire au système nerveux humain. Cela faisait aussi partie du travail. Rien de tout cela ne figurait sur sa demande d'intérim. Le formulaire avait une case pour l'employeur précédent et une case pour la disponibilité. C'était tout ce que l'on attendait de lui maintenant. Sa femme, Sarah, était décédée 3 ans auparavant. C'était la fin d'une longue descente aux enfers. Elle avait commencé par un accident de voiture et s'était terminée dans les décombres de son système nerveux. Il s'était occupé d'elle pendant toute cette période. Il avait appris quoi faire lorsqu'un son qu'elle ne pouvait pas traiter la faisait sursauter et se refermer sur elle-même. Leur fils Caleb avait 22 ans. Il terminait ses études dans une université d'État à 200 miles au nord. Les frais de scolarité s'élevaient à 8 000 $ par an. Logan comblait ce manque en accumulant les heures de travail. C'était toute l'arithmétique de sa vie. Vanessa Whitmore est arrivée à 6h40 et la température de la pièce a changé autour d'elle. Elle contrôlait une société holding avec des intérêts dans les dispositifs médicaux, la logistique et l'immobilier commercial. Elle présidait aussi la fondation caritative qui portait son nom. Elle avait bâti la dernière décennie de sa carrière tout en portant un fardeau. La presse économique en parlait parfois, sans jamais le comprendre. 6 ans auparavant, sa fille était devenue sourde. 13 spécialistes l'avaient confirmé, avec les mêmes mots, dans le même ordre, jusqu'à ce que la phrase cesse d'être une opinion et devienne un fait. Leila avait 25 ans. Elle était venue au gala parce que sa mère le lui avait demandé. Elle est venue comme elle faisait tout, discrètement et légèrement en retrait. Elle avait 19 ans quand le monde s'est éteint. Elle se souvenait de la musique. Elle se souvenait de sa propre voix, qu'elle avait cessé d'utiliser à 21 ans. Elle ne pouvait la vérifier contre rien, et cette absence de vérification était devenue insupportable. Elle écrivait maintenant sur une tablette, et cette tablette était devenue une sorte de mur qu'elle portait devant elle. Le docteur Alistair Vaughn est entré à leur côté. Il gérait le cas depuis le 2e mois. Il avait coordonné chaque consultation, assisté à chaque examen. Il avait présenté chaque résultat avant qu'il n'atteigne Vanessa. Il avait les cheveux argentés. Il était doux, posé. Il avait une façon d'annoncer les nouvelles difficiles qui donnait l'impression que la difficulté était la sienne. Il avait bâti un institut auditif privé sur la force de cas comme le sien, et la Fondation Whitmore en avait financé une aile entière. Diane Fletcher est entrée en dernier, un demi-pas derrière l'épaule de Leila. Elle avait été engagée 6 ans plus tôt comme aide à domicile. À l'époque, Vanessa était en avion 4 jours sur 7 et ne pouvait être là pour l'effondrement. Elle était restée. Elle connaissait le programme des médicaments, les habitudes de sommeil, l'historique des rendez-vous. Elle se déplaçait dans la maison Whitmore avec l'aisance d'un meuble. Vanessa lui faisait confiance, sans jamais avoir décidé de le faire. Logan n'a rien vu de tout cela. Il a vu une salle qu'on débarrassait de ses plateaux. Il a vu une jeune femme assise seule à la table 22, contre le mur nord. Les traiteurs avaient déjà retiré le linge des chaises à côté d'elle. Il était passé devant elle 2 fois.
La deuxième fois, un serveur a fait tomber un plateau entier de verre à pied, à 9 pieds derrière elle. Le bruit a traversé la pièce comme un coup de feu, et 600 personnes se sont retournées. Elle ne s'est pas retournée. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle a tressailli. Pas un sursaut, mais une lente contraction retardée de la mâchoire et de la nuque. Le genre de choses que Logan avait vu Sarah faire 100 fois dans leur cuisine, 3/4 de seconde après qu'une porte ait claqué trop fort. Les personnes sourdes ne font pas ça. Les personnes dont le système auditif est perturbé, si. Il a continué à avancer avec son chariot. Un homme en chemise grise qui s'arrête et fixe un invité est un homme qui fait l'objet d'un appel téléphonique. Mais il avait commencé à compter. Quand l'orchestre s'est arrêté pour la première série de discours et que le bruit dans la pièce a chuté de 20 décibels, il a vu ses épaules descendre d'un bon centimètre. Et tout ce qu'il pensait savoir sur elle s'est aggravé. 9 minutes plus tard, elle s'est levée et s'est dirigée vers le couloir menant aux toilettes. Logan se trouvait justement en train d'essuyer le cadre de la porte par laquelle elle passait. Elle s'est arrêtée parce que le couloir était étroit et qu'il s'y trouvait. Elle a levé sa tablette, un geste automatique, prêt à taper. La lumière de l'applique au-dessus d'elle éclairait le côté gauche de son visage. C'était un angle qu'aucune salle d'examen ne fournit jamais. Derrière le tragus, au fond de l'ombre du canal, il y avait une jointure. Un reflet fin, là où les tissus humides ne réfléchissent pas. Logan avait nettoyé plus d'oreilles sous des tentes que la plupart des médecins dans toute leur carrière. Et le conduit auditif humain n'a aucun bord droit, nulle part. Celui-ci en avait un, de 4 mm, niché derrière une crête de tissu cicatriciel qui semblait chirurgical et ancien. C'est fait. « Il y a quelque chose dans votre oreille », a-t-il dit. Puis il a réalisé l'absurdité de l'avoir dit à voix haute. Il a montré sa propre oreille, puis la sienne. Puis il a brandi son téléphone avec les mots tapés. Elle l'a lu. Elle l'a regardé pendant un long moment. Et ce qui a traversé son visage n'était pas de la confusion. Puis elle a tapé rapidement avec ses pouces. « J'ai vu des médecins pendant 6 ans. Il n'y a rien dans mon oreille. Il y a quelque chose là-dedans, a-t-il tapé en retour. Pas le tympan, devant. Derrière du tissu cicatriciel. Est-ce que quelqu'un a déjà imagé ce côté avec un scanner, et non une lumière? Elle l'a lu 2 fois. Ses pouces planaient au-dessus de l'écran, immobile. Puis Diane Fletcher est arrivée au coin du couloir avec un manteau sur le bras. Elle a posé une main sur le coude de Layla, et toute la dynamique du moment a changé. Fletcher a regardé le badge de Logan, puis son chariot, puis la tablette. Elle a ramené Layla vers la salle de bal sans lui adresser un mot. Layla a regardé une fois par-dessus son épaule. Logan est resté dans le couloir avec un chiffon à la main. Il a refait l'arithmétique de sa vie. 8 000 $ par an, un badge d'intérimaire, une entreprise avec 400 autres hommes sur sa liste. La chose à faire était de finir son service. Il a trouvé Vanessa Whitmore à 8h50 dans l'alcôve derrière la scène. C'était entre une conversation avec un donateur et une photographie. Pour y arriver, il a dû se disputer avec un coordinateur d'événements et affronter le regard dur de 2 membres de son service de sécurité. Il a prononcé son nom, et elle s'est retournée avec la patience exercée d'une femme qu'on arrête 40 fois par soir. « Il y a un appareil dans le conduit auditif de votre fille », a dit Logan. « Côté gauche. Il est petit. Il est derrière du tissu cicatriciel, et je pense qu'il est là depuis longtemps. » Sa patience n'a pas survécu à cette phrase. Ce qui l'a remplacé n'était pas encore de la colère. C'était l'évaluation froide et plate de quelqu'un qui avait passé 6 ans à écouter les gens lui expliquer sa fille. « Qui êtes-vous » a-t-elle dit. « Service d'entretien. Intérimaire. » Il n'a rien ajouté. « J'ai été infirmier de combat pendant 8 ans. J'ai regardé dans beaucoup d'oreilles. 13 spécialistes ont regardé dans cette oreille. Certifiés par le Conseil de l'Ordre. 2 d'entre eux travaillent dans le meilleur hôpital de cet État. » Sa voix est restée basse, ce qui était pire que le volume. Le docteur Vaughn gère personnellement le cas depuis le début. Et vous, vous avez regardé dedans pendant combien de temps? Dans un couloir. Environ 40 secondes. Gregory Hale est arrivé à sa droite avant qu'elle ne puisse répondre. Les membres du conseil d'administration apparaissent toujours comme par magie, quand une femme comme Vanessa Whitmore est retenue par un homme en uniforme gris. Hale siégeait au conseil de Whitmore Holdings depuis 9 ans et au comité de gouvernance de la fondation depuis 6 ans. Il avait le talent d'apparaître exactement quand cela lui était utile. « Y a-t-il un problème ici ?» a dit Hale.
cherchant déjà le coordinateur du regard. Logan a compris qu'il avait 90 secondes avant d'être escorté hors du bâtiment et retiré de la liste des fournisseurs, et que cette escorte serait la fin de l'histoire. Alors, il a cessé d'argumenter et a fait la seule chose qui lui restait, être précis. « Demandez-lui si le son lui fait mal », a-t-il dit à Vanessa. « Pas si elle l'entend. Si ça lui fait mal. Demandez si c'est pire dans les pièces fermées, pire quand elle est fatiguée, pire du côté gauche. Demandez si ça a commencé 3 ou 4 mois après l'opération qui a laissé cette cicatrice. Et pas la même semaine. Parce qu'un défaut congénital n'attend pas une cicatrice. Et ça ne fait pas mal. » Le visage de Vanessa n'a pas changé, mais elle n'a pas dit à Hale de le faire partir. La perte auditive neurosensorielle congénitale est symétrique, indolore et stable, a dit Logan. Elle a tressailli à cause de ce plateau de verre ce soir, avec 3/4 de seconde de retard, du côté gauche seulement. Les personnes sourdes ne tressaillent pas en retard. Elles ne tressaillent pas du tout. Quelque chose dans cette oreille produit un schéma d'interférence assez fort pour atteindre le nerf, et son corps l'enregistre comme une pression au lieu d'un son. J'ai vu ça sur le terrain. Ça ressemble exactement à ça. Hale a eu un petit rire bref. C'est un agent d'entretien, a-t-il dit à Vanessa, sur le ton d'un homme qui ferme un dossier. Je suis consciente de ce qu'il est, a dit Vanessa. Elle a tourné la tête et a trouvé Leila de l'autre côté de la pièce, près des portes. La main de Fletcher reposait toujours sur son bras. Vanessa cherchait sa fille du regard à travers les pièces depuis 6 ans. Elle connaissait cette posture. Elle connaissait la façon dont Leila tenait son épaule gauche 1 centimètre plus haut que la droite. Et on lui avait dit plus d'une fois, par plus d'une personne titrée, que ce n'était rien. Cette posture était sur chaque photo prise depuis l'année où le silence avait commencé. Le docteur Vaughn lui fait un scanner 2 fois par an, a dit Vanessa. Alors vous avez 12 scanners, a dit Logan. En avez-vous déjà regardé un? Ou est-ce qu'il vous les a toujours décrits? Elle n'a pas répondu. Quelque chose dans ce silence l'a traversé comme une chute de température. Hale s'est approché. « Vanessa, il y a 200 donateurs dans cette pièce et un photographe qui attend. Laissez la sécurité s'en occuper. Donnez-moi son numéro de badge, » a dit Vanessa. Et Logan a tendu le badge lui-même, parce que c'était plus rapide, et parce qu'il avait déjà accepté que si cela lui coûtait le contrat, cela lui coûterait le contrat. Elle l'a regardé, puis l'a regardé lui. Comprenez bien ce que vous faites. Si vous avez tort, vous n'avez pas seulement tort. Vous êtes un homme qui a abordé une étrangère lors d'un événement caritatif pour lui dire que 6 ans de sa vie étaient une erreur. Cela a un coût, pour moi et pour elle. Je comprends. Alors, répétez-le, en sachant cela. Il y a un appareil dans le conduit auditif gauche de votre fille, a dit Logan. Et il est là depuis des années, et elle n'est pas sourde. Le photographe a appelé son nom depuis la scène. Hale a dit quelque chose à propos du timing. Un serveur est passé avec un plateau de verre vide. Le bruit de la salle continuait d'être le bruit d'une salle où 600 personnes passaient une agréable soirée. Vanessa Whitmore se tenait très immobile au milieu de tout ça. Elle pensait à 12 scanners qu'elle n'avait jamais vus de ses propres yeux. Elle pensait à une opération à 19 ans pour une infection persistante de l'oreille moyenne. Elle pensait aux 4 mois de silence qui avaient suivi, et à la façon dont tout le monde avait convenu que les deux choses n'étaient pas liées. Elle pensait qu'en 6 ans, personne ne lui avait jamais offert une explication qui faisait mal. Marcus Reed, a-t-elle finalement dit à son assistant qui était apparu derrière Hale. Otorhinolaryngologie, Saint Aldwyn. Il a été consulté lors de l'examen de la 2e année, et Vaughn l'a contredit. Appelez-le ce soir, pas demain. L'expression de Hal s'est figée. Vanessa, c'est un scanner. C'est un scanner, Gregory. Ça prend 20 minutes et ça règle la question. Elle lui a rendu le badge sans le regarder. Vous. Saint Aldwyn, 7 heures du matin. Si vous n'êtes pas là, je considérerai que vous mentiez. J'y serai, a dit Logan. Elle se dirigeait déjà vers la scène, composant déjà le visage que 600 personnes avaient payé pour voir. De l'autre côté de la salle, Diane Fletcher l'a regardé partir, puis a regardé Logan. Le manteau sur son bras n'a pas bougé du tout. Logan a terminé son service. Il a empilé le dernier linge à 11h40, a signé sa sortie à la réception de service. Il a conduit 40 minutes pour rentrer chez lui, la radio éteinte. Quelque part sur l'autoroute, il a compris qu'il n'avait pas fait un choix dans cette alcôve. Il avait plutôt échoué à faire le choix sûr,
Et la différence entre ces deux choses n'importerait probablement jamais à personne d'autre que lui. Il a appelé Caleb depuis le parking, comme il le faisait les soirs de gala, et ne lui a rien dit de tout cela. Puis il s'est assis, les mains sur le volant. Il a pensé à une femme tressaillant 3/4 de seconde en retard, à un son qu'on lui avait dit pendant 6 ans qu'elle ne pouvait pas entendre. Le lendemain matin à 7 heures, il était à St. Aldwyn. Il portait la même chemise grise parce que c'était la seule propre qu'il avait. Marcus Reed avait 34 ans et avait passé 2 ans à avoir poliment tort sur le cas Whitmore. Il les a rencontrés dans la salle d'imagerie à 7h15. Son badge était à l'envers et il avait l'expression d'un homme qu'on avait appelé à minuit et qui ne s'était pas rendormi. Il avait signalé une asymétrie lors de l'examen de la 2e année. Vaughn avait écrit une réponse de 2 pages expliquant pourquoi l'asymétrie était un artefact. Le dossier avait été clos, et Reed était retourné à un emploi du temps de 40 patients par semaine. Le scanner a duré 19 minutes. Reed n'a décrit le résultat à personne. Il a tourné le moniteur pour que Vanessa puisse le lire elle-même. C'était, bien que personne ne l'ait dit, la première fois en 6 ans que cela se produisait. L'objet se trouvait à 4 mm dans le canal gauche. Il était placé contre la paroi antérieure, derrière une tablette de tissu fibreux qui avait poussé dessus et autour. Il avait à peu près la taille d'un grain de riz, avec un noyau métallique, une bobine et un boîtier. Sa forme correspondait à la courbure de ce canal spécifique, ce qui signifiait qu'il avait été fabriqué pour son anatomie plutôt qu'adapté. Il n'apparaissait dans aucun des 12 scanners du dossier, car les 12 avaient été acquis avec une épaisseur de coupe qui s'arrêtait juste avant. Reed a affiché les anciennes images à côté de la nouvelle, sans faire de commentaires. Il a mis les paramètres côte à côte et a laissé Vanessa les lire. Le protocole d'imagerie avait été spécifié par écrit, et la spécification était de l'écriture de Vaughn. Vanessa a regardé l'écran pendant un long moment. Elle avait bâti une entreprise sur sa capacité à retenir un chiffre et à savoir immédiatement s'il lui mentait. Et elle n'avait jamais appliqué cette capacité au dossier de sa propre fille. Car le faire aurait signifié traiter 13 médecins comme un ensemble d'affirmations plutôt que comme un mur. Elle comprenait maintenant que c'était tout ce qui lui était arrivé. Elle avait externalisé la seule chose pour laquelle elle était vraiment douée. Leila a aussi lu l'écran. Personne n'a eu besoin de lui expliquer. Elle avait vécu 6 ans à l'intérieur d'un diagnostic qui ne correspondait jamais tout à fait à ce que son propre corps lui disait. Et elle avait appris à se méfier de son corps, parce que 13 personnes diplômées lui avaient dit de le faire. Elle a tapé une seule ligne et a tourné la tablette vers la pièce. Ce n'était jamais dans ma tête. L'opération a été programmée pour le mardi suivant, puis déplacée au jeudi, lorsque l'anesthésiologie a signalé le tissu cicatriciel. Reed l'a fait lui-même. Une approche microchirurgicale par le canal, 2h40. La plupart du temps a été consacrée à disséquer l'objet pour le libérer de la tablette fibreuse. Il est sorti intact. Il l'a scellé dans une pochette à conviction plutôt que dans un bocal à spécimen. Car à ce moment-là, il comprenait ce qu'il tenait. Logan était dans la salle d'attente pendant tout ce temps. Il avait pris une journée sans solde et l'agence d'intérim lui avait laissé 2 messages. Il concernait une plainte client déposée par un membre du conseil d'administration de Whitmore Holdings. Il n'a répondu à aucun des 2. Ce qui a suivi l'opération ne ressemblait pas à la version que quiconque avait imaginée. Leila s'est réveillée. Le son est arrivé, et le son n'était pas de la musique. C'était un rugissement indifférencié, sans contour et sans signification. Le bourdonnement de la ventilation et une voix prononçant son nom occupaient exactement le même espace. Elle ne pouvait pas distinguer la direction. Ses mains se sont portées à ses oreilles. Son rythme cardiaque est monté à 140. Et elle a fait un son qu'elle n'avait pas fait depuis 4 ans, et cela l'a effrayée plus que le rugissement. Reed l'a expliqué plus tard dans le couloir, de la voix plate que les médecins utilisent lorsque les nouvelles sont compliquées plutôt que mauvaises. L'oreille fonctionnait, le nerf fonctionnait. Mais pendant 6 ans, le cortex auditif n'avait rien reçu d'utilisable. Le cerveau avait donc réaffecté le territoire. L'ouïe était restaurée. La compréhension ne l'était pas, et ne le serait peut-être jamais. Et en tout cas, elle n'arriverait pas d'elle-même. « Combien de temps ?» a dit Vanessa. « Il n'y a pas de littérature fiable. 6 ans de privation dans un système adulte. La plupart des données partent sur des périodes beaucoup plus courtes. » Reed s'est frotté les yeux. Le protocole de rééducation standard est de 45 minutes 2 fois par semaine,
avec un audiologiste agréé. Je peux aussi vous dire que pour ce cas, 45 minutes 2 fois par semaine ne suffiront pas. Ce n'est une critique envers personne. C'est juste une question d'heures dans un emploi du temps. Logan se tenait à 8 pieds de là avec un café de distributeur qu'il n'avait pas ouvert. Il savait précisément ce que Reed venait de décrire, parce qu'il l'avait vécu pendant 2 ans dans une maison du nord de la ville, avec une femme qui ne pouvait pas supporter la fermeture d'une porte. Il savait à quoi ressemblait le protocole standard, et il savait ce qui remplissait l'espace qu'il laissait vide. Il a attendu que Reed soit parti avant de dire quoi que ce soit. Et puis il l'a dit maladroitement, parce qu'il ne l'avait pas prévu. Elle a besoin de quelqu'un dans la pièce avec elle 6 heures par jour, pas 45 minutes. 6. Il a posé son café. Et ça ne peut pas être un étranger qui change tout le temps. Parce que les 3 premières semaines seront principalement du refus. Et on ne peut pas reconstruire une tâche de discrimination avec quelqu'un qu'elle apprend encore à tolérer. Vanessa s'est retournée et l'a regardé avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Postulez-vous pour quelque chose? Non. Je vous dis quelle est la forme que ça prend. Alors dites-moi comment vous connaissez cette forme. Alors il lui a raconté, dans le couloir, sans fioriture, l'accident, les 2 ans, les 11 mois qu'il avait passés à transformer une cuisine avec une radio en quelque chose qui n'était pas une agression. Jusqu'à ce que Sarah puisse s'asseoir dans cette cuisine pendant que la radio jouait. Il lui a dit que le travail n'était pas de la médecine. C'était des milliers de répétitions d'une toute petite tâche, effectuée par quelqu'un prêt à être présent pour toutes. Et la raison pour laquelle cela n'existait pas en tant que service, c'est qu'aucun système sur Terre n'était conçu pour payer une personne à s'asseoir dans une pièce pendant 6 heures par jour, pendant 1 an. Je ne suis pas un clinicien et je ne vous demande pas de le penser, a-t-il dit. Reed gère tout ce qui est clinique et tout ce qui est signé. Ce que je décris, c'est la partie qui se passe entre ces rendez-vous, qui est actuellement un vide. Vanessa avait passé 6 ans à être gérée par un homme avec un mur de diplôme, et cette gestion avait coûté 6 ans à sa fille. Elle était consciente de la symétrie de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle était consciente que la réponse sûre était d'engager une entreprise de rééducation, d'y installer un directeur, et de ne plus jamais laisser un homme sans licence s'approcher de sa fille. « Que vous a dit l'agence d'intérim ?» a-t-elle demandé. Qu'un membre du conseil a déposé une plainte. Ils ont appelé 2 fois. Ils arrêteront d'appeler. Elle a sorti son téléphone. Le docteur Reed dirige le programme clinique. Vous dirigez le protocole quotidien, sous sa supervision, classé comme aide à la rééducation, ce qui est une vraie qualification, avec une vraie licence. Je paierai pour que vous l'obteniez dans les 90 jours. La fondation finance le programme. Et quand ça tournera mal, et ça arrivera, parce que tout tourne mal, j'ai besoin que vous me disiez que ça va mal au lieu de me gérer. C'est la seule condition. C'est la seule partie que je peux promettre, a dit Logan. Elle a passé l'appel, debout dans le couloir. Il a duré 90 secondes. Quoi que l'agence d'intérim ait eu l'intention de faire concernant la plainte, elle ne l'a pas fait. Les 3 premières semaines se sont déroulées comme il l'avait dit. Leila a refusé les séances 9 fois. Elle a jeté la tablette à travers la pièce un mercredi. Elle s'est assise le dos contre le mur, les mains sur les oreilles, pendant 2 heures. Pendant ce temps, Logan était assis par terre à 8 pieds de là et ne disait rien, car parler était le problème. Le 4e jour, elle a écrit « Arrête » et l'a brandi sans le regarder. Il s'est arrêté, et ils ont perdu tout l'après-midi. Et perdre cet après-midi s'est avéré être la seule chose qui a rendu le lendemain possible. Le protocole lui-même était presque insultant de simplicité. Un son, isolé à faible volume, répété jusqu'à ce qu'il cesse d'être une douleur et devienne une information. Une seule tonalité, puis 2 tonalités séparées par un large intervalle, et la tâche d'indiquer laquelle avait été jouée. Puis des intervalles plus étroits, puis une syllabe contre le silence, puis une syllabe contre une autre syllabe. 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Reed effectuait des évaluations formelles un vendredi sur 2. Et il n'ajustait rien, car il n'y avait encore rien à ajuster. En juin, Reed avait ouvert le protocole à 4 patients supplémentaires et engagé 2 aides pour leurs heures quotidiennes. Tous 2 formés par Logan. Tous 2 travaillant à partir d'une procédure écrite qu'il avait produite pour la première fois, car il devait maintenant la transmettre à quelqu'un d'autre. Vanessa a déplacé 2 réunions fixes
pour pouvoir être dans la pièce la plupart des matins. Elle a regardé sa fille échouer à la même tâche 9 fois et la réussir à la 10e. Et elle a appris quelque chose sur sa propre vie dans le processus. Elle avait passé 6 ans à croire que rien ne pouvait être fait et que cette croyance lui avait été délibérément inculquée. C'était l'autre chose qui se déroulait en parallèle. Reed avait envoyé l'appareil à un laboratoire d'ingénierie légale indépendant. Le rapport est revenu la 4e semaine. L'objet n'avait jamais été un implant thérapeutique et n'avait jamais été vendu comme tel. Il générait un schéma d'interférence de faible puissance dans une bande étroite. Il était alimenté par une bobine inductive tirant son énergie des champs ambiants. C'est pourquoi il n'avait jamais eu besoin de batterie et ne s'était jamais arrêté. Il portait un numéro de série. Il avait été fabriqué comme prototype par une filiale de recherche absorbée 4 ans plus tôt par une division de Whitmore Holdings. Vanessa a lu cette phrase dans son propre bureau et n'a pas bougé pendant 1 minute entière. Elle a mis un cabinet d'expertise comptable sur l'affaire le même jour, discrètement, par l'intermédiaire d'un conseil extérieur, plutôt que par l'entreprise. Ce qui est ressorti au cours des 6 semaines suivantes n'était pas un seul crime, mais une structure. L'opération à 19 ans avait été réalisée dans un établissement accrédité par Vaughan. Diane Fletcher avait été embauchée 10 jours avant cette opération, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement sur la recommandation d'un membre du conseil. Elle avait accompagné Leila à chaque rendez-vous pendant 6 ans. À 4 reprises documentées, elle avait annulé et reprogrammé des scanners, les déplaçant ainsi vers un technicien différent et un protocole différent. L'Institut de Vaughan avait levé 19 millions de dollars en 2 tours de financement sur la base d'une série de cas longitudinaux. Leila était le cas principal, et la permanence de son état était toute la proposition. La fondation avait financé une aile du bâtiment où son dossier était conservé. En dessous de tout cela se trouvait Gregory Hale. C'est lui qui avait recommandé le cabinet de recrutement, qui avait siégé au conseil de la filiale absorbée, et qui avait passé 6 ans à opérer au sein d'une entreprise dont la directrice générale était en avion 4 jours par semaine. Le reste de son temps était perdu à cause d'une fille que personne ne pouvait aider. Chaque trimestre où Vanessa était distraite était un trimestre où Hale contrôlait la situation. Les comptables ont trouvé 9 votes sur 9 ans qui étaient allés dans son sens en son absence, et 2 acquisitions acheminées par des entités dans lesquelles il avait des intérêts. Vanessa a alors compris que sa fille n'avait pas été la cible. Sa fille avait été le mécanisme. C'était pire, et elle a découvert qu'elle ne pouvait le dire à voix haute à personne, y compris à Leila, y compris à Logan. Elle a donné une seule instruction au conseil extérieur: montez tout le dossier et ne déposez rien avant que je le dise. Hale a agi le premier, comme les gens comme Hale agissent toujours, par la procédure. Lors de la réunion de septembre du comité de gouvernance, il a soulevé la question du programme de rééducation auditive avec un dossier et un ton de regret. Le programme fonctionnait avec un individu non clinicien dirigeant le contact quotidien avec les patients. Cet individu ne détenait aucun diplôme, n'était licencié comme aide à la rééducation que depuis juillet. Son premier contact avec la patiente de référence avait eu lieu alors qu'il était employé comme agent d'entretien temporaire lors d'un événement de la Fondation. « Je ne prends aucune position sur le caractère de cet homme », a dit Hale à la table. « Je soulève la question de l'exposition au risque. Si une famille de ce programme a un mauvais résultat et que leur avocat apprend comment la décision de recrutement a été prise, notre assureur ne nous défendra pas. Et la responsabilité nous incombera personnellement. » Ellen Marsh présidait le comité et avait voté avec Vanessa plus souvent qu'autrement pendant 9 ans. Elle a posé la question qui comptait. « Vanessa, la description est-elle exacte? » « Chaque fait est exact, a dit Vanessa. La présentation est un mensonge. La présentation n'est pas ce que notre assureur lit, a dit Marsh. La motion de Hale demandait un examen formel des compétences devant le comité, avec suspension du programme en attendant le résultat. Elle a été adoptée par 7 voix contre 4. L'examen a été fixé au 3e jeudi d'octobre. D'ici là, pas de nouvelle admission, pas d'expansion. Les protocoles existants n'ont survécu que parce que Marsh a amendé la motion pour permettre la continuité des soins aux patients inscrits, malgré l'objection de Hale. La pression est arrivée de toutes les directions à la fois.
Une publication professionnelle a publié un article remettant en question la gouvernance clinique de la Fondation, citant un membre anonyme du conseil. Vaughn a donné une interview mesurée, exprimant son inquiétude pour une ancienne patiente et refusant de commenter le personnel. 2 des 4 familles de la cohorte pilote se sont retirées en une semaine, puis le conseiller juridique général de Whitmore Holdings est venu dans le bureau de Vanessa. Il lui a exposé, sans malice, la position dans laquelle elle se trouvait réellement. L'implication personnelle de la directrice générale dans un programme de la Fondation en cours d'examen était en soi un problème de gouvernance. Si elle se tenait à cette audience et défendait Logan Pierce par conviction personnelle, Hale aurait enfin ce qu'il voulait depuis 9 ans. C'est-à-dire un exemple documenté de sa substitution du jugement personnel au processus du conseil. 2 des 4 membres qui votaient actuellement avec elle avaient déjà signalé qu'ils ne la suivraient pas sur ce terrain. Vous pouvez protéger le programme ou vous pouvez protéger votre position, a dit le conseiller juridique. Pas les deux. Et si vous perdez votre position, le litige que vous n'avez pas encore engagé ne le sera jamais, car celui qui vous remplacera ne l'autorisera pas. C'était l'arithmétique. 6 mois de travail de Logan, chaque heure que Leila avait passé à apprendre à distinguer une syllabe d'une autre. Chaque page de preuve attendant son signal dans le bureau d'un avocat. Tout cela était maintenant d'un côté de la balance. De l'autre côté se trouvait la seule position depuis laquelle elle pouvait agir. Vanessa est rentrée chez elle ce soir-là et s'est tenue dans l'embrasure de la porte de la pièce où se déroulaient les séances. Elle était vide. Sur le tableau blanc de l'écriture de Logan se trouvait le journal du jour. 41 essais, 26 corrects. Et une ligne en bas enregistrant le premier mot spontané en 6 ans, à 2h10 de l'après-midi, d'1 seconde, non sollicité. Elle a regardé cette ligne pendant un long moment. Elle a compris que dans 3 semaines, 10 personnes autour d'une table allaient décider si cela s'était jamais produit. L'audience s'est réunie le 3e jeudi d'octobre, au 11e étage. L'ensemble des membres du comité de gouvernance étaient réunis autour d'une table conçue pour 20 personnes. Ellen Marsh présidait. Gregory Hale était assis à 4 sièges de là, avec un dossier qu'il avait déjà distribué. Marcus Reed était présent en tant que directeur clinique, requis de comparaître en vertu des statuts de la Fondation. Logan Pierce est venu dans une chemise qu'il avait achetée pour l'occasion et s'est assis là où on lui a dit de s'asseoir. La première motion de Hale était procédurale, et Vanessa savait qu'elle arriverait depuis la visite du conseiller juridique. Il a demandé à la présidente de statuer qu'un membre qui était à la fois directrice générale de la société mère et mère de la patiente de référence ne pouvait pas juger du programme qui la traitait. Marsh a pris 90 secondes et a statué en sa faveur. Vanessa a été récusée du vote, et le décompte est passé de 11 membres à 10. Elle l'a accepté sans argument, ce qui a surpris la salle. Elle avait passé 3 semaines à se préparer à perdre le vote. Elle avait décidé que la seule chose qu'elle pouvait encore contrôler était de dire la vérité avant celui-ci. Hale a commencé. Il était posé et a lu la question des qualifications pour le compte-rendu comme un homme lit un bulletin météo. Pas de diplôme, pas de formation clinique. Une licence d'aide à la rééducation détenue depuis juillet. Premier contact avec la patiente de référence établie alors qu'il était employé comme agent d'entretien temporaire lors d'un événement de la Fondation. Sans introduction, sans autorisation, dans un couloir de service. Je demanderai au comité de réfléchir à ce dernier détail, a dit Hale. Non pas parce que je doute de ses intentions, mais parce que je veux que nous imaginions le lire à voix haute lors d'une déposition. Marsh s'est tourné vers Logan. Monsieur Pierce, contestez-vous l'un des faits énoncés? Non, j'étais un intérimaire. J'étais dans le couloir. Je n'ai pas de diplôme. Logan a posé un classeur sur la table et l'a laissé fermer. Tout cela est vrai. Alors, que voudriez-vous que le comité considère? Il y avait pensé pendant 3 semaines, dans les interstices entre les essais. Il en était arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait surpasser personne dans la pièce en termes de qualification et qu'il ne devait pas essayer. Le Dr Reed dirige le programme clinique. Chaque évaluation, chaque changement de protocole, chaque signature est la sienne. Je fais les heures entre ces rendez-vous. Il a fait glisser le classeur vers Marsh. Il y a 6 mois, cet espace était vide. Et il était vide pour une raison qui n'a rien à voir avec la compétence de qui que ce soit. La norme de soins est de 45 minutes 2 fois par semaine.
Personne dans ce domaine ne conteste que c'est insuffisant pour une privation sensorielle adulte de plus de 3 ans. Il conteste que quiconque puisse payer pour l'alternative. C'est tout l'argument. C'est un problème d'emploi du temps qui a été reclassé en impossibilité clinique parce que l'appeler ainsi était moins cher. Marsh a ouvert le classeur. Il contenait 128 jours de travail de journaux de bord. Chaque essai et chaque échec étaient horodatés de l'écriture de Logan et contresignés tous les 2 vendredis par Reed. Vous trouverez 9 jours le premier mois où elle a totalement refusé, a dit Logan. Je les ai enregistrés comme 0. Je n'ai rien enjolivé. Hale a fait remarquer que les dossiers préparés par l'individu sous examen n'étaient pas des preuves indépendantes, ce qui était juste. Et Marcus Reed a répondu. Reed n'avait pas encore parlé. Il avait passé 2 ans à être contredit sur ce cas par un homme avec plus de lettres après son nom. Et ces 2 années lui avaient appris quelque chose sur le coût du silence. Il a posé 4 rapports d'évaluation sur la table, des instruments formels, administrés et notés selon le protocole. Au moment du retrait chirurgical, la discrimination des mots était de 0%. C'est le plancher. C'est le hasard. Il les a disposés en séquence pendant qu'il parlait. À 90 jours, 22%. À 180 jours, 61% sur le même instrument. Je veux être précis sur ce chiffre, car ce sera la seule chose dans cette pièce qui survivra à la réunion. Il n'y a aucune série publiée sur la privation auditive adulte de plus de 5 ans montrant 61% à 6 mois. Il n'y a aucune série publiée du tout. C'est ça la série. Il a ajouté 2 autres dossiers. Il y a 2 autres patients toujours inscrits. Tous 2 sont entrés après elle. Tous 2 montrent des gains mesurables par rapport à leur propre base de référence. Et tous 2 sont suivis quotidiennement par des aides que cet homme a formées. C'est une petite cohorte, et je ne la publierai pas. Mais on n'a pas demandé à ce comité de la publier. On lui a demandé si ça marche. Hale a dit que les résultats ne répondaient pas à la question de l'exposition au risque, et qu'un bon résultat obtenu par un canal non qualifié restait un canal non qualifié. C'est à ce moment-là que Vanessa a parlé. Elle était restée silencieuse pendant 40 minutes, ce que tout le monde avait remarqué. Son conseiller juridique lui avait préparé une déclaration. 2 paragraphes, neutres, s'en remettant au processus du comité. Elle était posée devant elle, et elle ne l'a pas regardée. « J'ai été récusée du vote, et je l'accepte », a-t-elle dit. « Je voudrais que le procès-verbal indique que ce qui suit est offert en tant que parent de la patiente, et que je comprends que cela pourrait me coûter plus que le vote ne l'aurait fait. » Marsh lui a dit que le procès-verbal en tiendrait compte. « Il y a 6 ans, ma fille est devenue sourde, et 13 spécialistes l'ont confirmé. Je n'ai jamais vérifié une seule de ces confirmations moi-même. On m'a donné 12 scanners sur 6 ans, et je n'en ai lu aucun. On m'a dit ce qu'ils contenaient par le médecin qui gérait le cas, et je l'ai accepté parce qu'il avait les qualifications, et que j'avais une entreprise à diriger. Et il était plus facile de faire confiance au mur que de regarder derrière. Personne à la table n'a bougé. Il y avait un appareil dans son conduit auditif pendant 6 ans, fabriqué selon la courbure de son anatomie, générant un schéma d'interférence en continu. Chaque étude d'imagerie qu'elle a reçue a été acquise avec une épaisseur de coupe qui s'arrêtait à 4 mm de celui-ci. Sur une spécification écrite de l'écriture du médecin qui les a ordonnés. Elle a laissé cela en suspens. Ce n'est pas une négligence. J'ai le rapport d'ingénierie, et j'ai le dossier, et les 2 sont chez un conseil extérieur. Hale a dit que cela sortait du cadre d'un examen de compétences. C'est le cadre, Gregory. Vous demandez à cette salle de décider si les qualifications prédisent les résultats. 13 personnes qualifiées ont regardé ma fille pendant 6 ans et n'ont rien produit. Un agent d'entretien temporaire l'a regardée pendant 40 secondes et avait raison. Vanessa s'est tournée vers Marsh. Je ne dis pas que les qualifications n'ont pas d'importance. Je dis à ce comité que dans ce cas, elles ont été l'instrument. Le mur était la chose qui a frappé. Marsh a procédé à l'appel. Elle l'a fait par ordre alphabétique et Hale avait bien compté. Après 6 noms, le score était de 4-2 pour la suspension. Les 4 membres restants étaient les 2 qui avaient dit en privé à Vanessa qu'ils ne la suivraient pas, et 2 qui avaient voté avec Hale en septembre. Leila était assise contre le mur derrière la présidente depuis le début. Reed avait voulu qu'elle soit présente, et Vanessa n'avait pas voulu la laisser dehors. Elle avait suivi peut-être la moitié de la conversation. 61% de discrimination,
signifiait qu'une pièce d'adultes parlant les uns par-dessus les autres était encore largement un brouhaha. Elle avait passé l'heure à faire ce qu'elle faisait, maintenant constamment. Extraire des formes reconnaissables du bruit et construire du sens à partir des morceaux. Elle travaillait sur un mot depuis 9 semaines. 2 syllabes, toutes deux voisées, toutes deux commençant par le nez. Aucune des deux ne pouvait être jointe sans qu'elles s'entendent le faire et perdent le fil. Logan avait enregistré 72 tentatives. L'entrée sur le tableau blanc que Vanessa avait lu dans l'embrasure d'une porte 3 semaines plus tôt en était un fragment, d'1 seconde, et il ne s'était pas répété depuis. Marsh a lu le 7e nom. Leila s'est levée. Elle ne tenait pas la tablette. « Maman », a-t-elle dit. Le mot est sorti plat, un peu trop fort, et complètement sans équivoque. Il a atterri dans une pièce qui avait passé la dernière heure à débattre de la bonne documentation du processus qui l'avait produit. Vanessa Whitmore, qui n'avait pas pleuré devant un conseil d'administration en 9 ans, a mis une main sur sa bouche et n'a pas réussi à dire quoi que ce soit. Marsh s'est adossé à sa chaise. Hale a baissé les yeux sur son dossier. Marsh a terminé l'appel. Les 4 derniers membres ont voté contre la suspension et la motion a échoué par 6 voix contre 4. Ensuite, Marsh a ajouté 2 autres points au procès-verbal. Le premier était que le comité ouvrirait une affaire distincte concernant la conduite du médecin qui avait géré le cas de la patiente et demanderait le dossier du conseil extérieur. Le second était une censure formelle de Vanessa Whitmore pour une défaillance de gouvernance dans l'établissement du programme, avec une recommandation qu'elle quitte la présidence de la fondation. Vanessa l'a quittée en novembre. Elle a conservé le bureau de directrice générale de Whitmore Holdings avec une marge de 2 voix. Elle ne s'attendait pas à survivre. La censure est restée dans son dossier de façon permanente et Hale a finalement obtenu l'exemple documenté qu'il attendait depuis 9 ans. Il est simplement arrivé trop tard pour lui être utile. Les poursuites ont été engagées le lundi suivant. La licence de Vaughn a été suspendue en attendant les procédures en janvier. Les spécifications d'imagerie manuscrite ont rendu la dissimulation délibérée plutôt que négligente. Et une fois que le Conseil médical de l'État a eu ce document, les conséquences professionnelles ont été plus rapides que les conséquences civiles. Les investisseurs restants de son institut ont déposé une plainte séparée. Diane Fletcher, sous promesse d'immunité, a donné aux enquêteurs un nom pour la recommandation qui l'avait embauchée. Elle a donné la raison derrière chaque scanner reprogrammé et une structure de paiement qui avait transité par une entité de conseil pendant 6 ans. Vanessa n'a pas assisté au plaidoyer. Hale a démissionné en décembre, dans une lettre citant les exigences de ses autres engagements. La lettre n'a rien empêché. Le procès des actionnaires contre lui était encore en phase de découverte 1 an plus tard, et le compte que les comptables n'ont jamais pu quantifier pleinement était celui que Vanessa comprenait le mieux. Une directrice générale distraite par une fille handicapée en permanence était une directrice générale qui manquait des réunions. Et c'était le but depuis le début. Le programme lui-même a été reconnu comme une initiative permanente en novembre. C'était une procédure sans grand drame, mais d'une importance énorme. Reed a été nommé directeur clinique. Logan Pierce a été nommé directeur de programme pour la rééducation. Un titre qui a dû être inscrit dans le tableau de classification de la Fondation, car il n'y existait pas auparavant. Vanessa a financé la première année complète sur ses fonds personnels. La censure lui avait coûté l'autorité de diriger l'argent de la Fondation, et elle avait décidé à l'avance qu'elle paierait elle-même si cela devait arriver. Logan a continué à faire le même travail, ce qui a surpris les gens. Le financement a changé le nombre de personnes qui pouvaient être dans les salles. L'été suivant, ils étaient 9 à travailler à partir de la procédure qu'il avait écrite. La liste d'attente comptait 240 noms. Rien de tout cela n'était parfait. 2 patients se sont retirés au cours des 8 premiers mois, et un a plafonné à 30% et y est resté. Et Logan a enregistré cela aussi soigneusement que le reste. Reed a publié les échecs aux côtés des gains dans le premier article, car ils avaient convenu très tôt que dès qu'ils commenceraient à nettoyer les données, ils deviendraient la chose qu'ils avaient remplacée. Les progrès de Leila se mesuraient dans une monnaie que personne en dehors de cette pièce n'aurait pu évaluer. 78% de discrimination des mots à 1 an. Sa propre voix est revenue par morceaux sur 18 mois, et les morceaux étaient inégaux et le sont restés. Au printemps, elle pouvait tenir une conversation dans une pièce calme. Elle ne pouvait pas en tenir une dans un restaurant, et ne le pourrait peut-être jamais. Elle s'est inscrite à 2 cours universitaires
avec un service de transcription pour les deux. Elle a cessé de porter la tablette comme un mur et a commencé à la porter comme un outil, ce qui était un objet entièrement différent. Caleb a obtenu son diplôme en mai et est rentré pour l'été. Et le déficit de $8,000 qui avait été toute l'arithmétique de Logan pendant 2 ans a discrètement cessé d'être un problème. Il lui a fallu plusieurs mois pour y croire vraiment. Sarah était morte depuis près de 5 ans à ce moment-là, et Logan pensait à elle différemment maintenant. 11 mois dans une cuisine avec une radio n'avaient produit rien que l'on aurait pu appeler un résultat. Cela s'est avéré être la seule formation qui comptait. Il avait passé 3 ans à croire que ces 2 années étaient quelque chose qui lui était arrivé. Elles étaient la chose qui l'avait rendu utile. L'étage permanent du programme a ouvert en octobre suivant, dans l'aile de l'ancien institut de Vaughan que la Fondation avait financé, puis récupéré dans le règlement. Marsh a fait de brèves remarques. Reed en a dit encore moins. Il y avait 60 patients inscrits et une liste d'attente. Leila a parlé pendant 90 secondes sans tablette et sans notes, devant une salle d'une centaine de personnes. Elle s'est trompée sur 2 mots et ne s'est pas corrigée, et personne présent ne s'est souvenu desquels. Après, Vanessa se tenait au fond de la salle avec un gobelet en papier de café. Elle regardait un homme en chemise simple expliquer un journal de bord sur tableau blanc à 2 nouvelles recrues. Elle a pensé à un couloir de service, à un badge et à 40 secondes. 13 personnes diplômées avaient regardé sa fille pendant 6 ans. Puis un homme que personne dans cette salle de bal n'avait daigné regarder 2 fois l'avait vu immédiatement, parce que voir était la seule chose qu'on lui avait jamais appris à faire, et personne n'avait jamais réussi à la lui enlever. C'était tout ce qu'elle avait appris, et il lui avait fallu 6 ans pour l'apprendre. Une personne n'a pas besoin de pouvoir ou d'un titre pour changer une vie. Parfois, elle a seulement besoin de remarquer la seule chose que tout le monde a accepté d'ignorer.